allons pouvoir entendre Madame Karine Nézer, qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Donc, qui est responsable du développement au niveau des laboratoires pour tout ce qui est en relation avec le microbiote intestinal. Donc, relativement intéressant et très, très intéressant pour justement pour nous aider à travailler et vraiment à voir où sont les dysfonctionnements. Donc, je vous laisse la parole et on vous écoute avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Bonjour à tous déjà. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler du Florinscan Plus, qui est en fait un des tests proposés par Laboratoire Réunis pour le diagnostic de dysbiose intestinale. Avant de parler du test, je vais faire une petite introduction sur le microbiote. Et en général, je commence par cette question que vous connaissez probablement tous bien. Sommes-nous 100% humains? C'est une question qui a l'air un peu spéciale et pourtant, si on regarde le nombre de cellules et le nombre de gènes présents dans notre organisme, on voit qu'il y a, certains vont jusqu'à dire 99% de gènes bactériens. Alors, ces gènes bactériens, ils vont s'exprimer pour assurer des fonctions. Évidemment, ils vont assurer des fonctions nécessaires au développement des micro-organismes eux-mêmes, mais on verra qu'il y a toute une partie de ces gènes qui vont être exprimés pour assurer des fonctions capitales pour notre bonne santé à nous. En ce qui concerne la composition du microbiote, il y a une très grande différence de composition entre individus, à tel point que certains comparent le microbiote intestinal avec l'empreinte digitale, en tout cas par rapport à la probabilité d'identification. Donc, on vient de dire on va d'abord parler de la composition du microbiote. À partir de matière fécale, par exemple, on voit qu'il y a toute une série de micro-organismes différents. Et si on regarde dans la taxonomie bactérienne, le premier groupe, le premier gros groupe, on voit qu'il y a deux groupes, Firmicutes et Bacteroidetes, qui, à eux seuls, peuvent représenter jusqu'à 95% de la population globale. À côté de ça, on a des groupes moins importants au niveau nombre, évidemment. Certains sont plus favorables, comme les actinobactéries et les bifidobactéries, les verrucomicrobiacées avec la Kermansia mucinifila que vous avez probablement tous entendu parler. Et puis alors, il y a des groupes qu'il vaut mieux avoir en plus petit nombre, comme les protéobactéries. Donc, dans toute cette composition de flore, il y a une partie des bactéries qui est cultivable, que l'on va aller analyser avec des méthodes comme le Florinscan dont on va parler. Et puis, il y a toute une partie de ces bactéries qui sont anaérobies strictes pour la plupart, qu'on ne peut pas investiguer avec de la culture et qu'il faut aller analyser avec des méthodes de génétique moléculaire. On vient de montrer que le microbiote était fort différent d'un individu à l'autre. Quand on regarde le microbiote maintenant d'un individu, il va varier au cours de la vie. Il va être influencé par différents facteurs. On donnera des exemples. Il va évidemment varier en fonction de l'endroit où on se trouve dans le tube digestif. On n'a pas les mêmes bactéries au début avec un milieu acide riche en oxygène qu'à la fin avec un milieu beaucoup moins acide et sans oxygène. On va parler de l'évolution au cours de la vie. Qu'est-ce qu'on peut en dire? In utero, avant, on pensait que le tube digestif ne contenait pas de bactéries. Donc, il y avait une hypothèse de stérilité. Et puis, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait déjà des bactéries dans le méconium, donc la première matière fécale du nouveau-né. On a vu aussi qu'il y avait des bactéries dans le liquide amniotique, dans le placenta. Donc, il y a déjà une petite présence bactérienne in utero. Et évidemment, le gros ensemencement, le premier en tout cas, va avoir lieu à la naissance. À la naissance, c'est important de distinguer le type de naissance. Si on a une naissance par voie basse, on voit que lors du passage, le fœtus va être colonisé par les bactéries de la flore vaginale de la mère. Or, cette flore vaginale, elle est riche en bactéries lactiques, lactobacilles, bifidobactéries, et ces bactéries, elles vont déjà diminuer le pH, donc ça va conférer une certaine protection contre le développement des bactéries pathogènes.
Et en plus, ces bactéries, elles sont très importantes pour l'immunité de l'enfant. Elles vont vraiment intervenir dans le développement de l'immunité et elles vont intervenir dans ce qu'on appelle le développement de la tolérance immunitaire. Donc, tout ça, c'est pour que, in fine, notre système immunitaire ne commence pas à réagir quand il est en présence avec nos bonnes bactéries. Donc, lors de césarienne, l'enfant ne va pas être mis au contact avec cette flore vaginale. Au contraire, on va retrouver plutôt une flore qui correspond à celle de la peau de la mère. Il va y avoir de staphylocoque, de streptocoque. Et cette flore, elle n'est pas lactique, donc elle ne va pas diminuer le pH, moins bonne protection. Et surtout, elle n'a pas de rôle par rapport au développement de l'immunité et de la tolérance immunitaire. Donc, on se demande s'il n'y a pas quand même une corrélation entre le boom qu'on a observé au niveau des césariennes et le boom qu'on a observé, l'augmentation du nombre de pathologies atopiques chez l'enfant. Donc, l'asthme, l'allergie, les rhinites atopiques, les intolérances alimentaires. À tel point que certains gynécologues commencent à conseiller à la mère de faire un frottis vaginal sur un tissu stérile et de le donner à l'enfant pour qu'il le suce et qu'il essaie un petit peu de combler ce déficit de flore vaginale. Donc, après la naissance, l'autre grosse colonisation, elle va avoir lieu grâce à l'alimentation, qui va d'abord être lactée. Là encore, on fait une différence entre les enfants qui sont alimentés avec le lait maternel et ceux qui reçoivent des laits de constitution. Donc, de nouveau, on voit ici simplement, même si vous voyez pas trop, on voit que le lait maternel est de nouveau riche en ces fameuses bifidobactéries, alors qu'il y en a moins dans les laits de substitution. Donc, un enfant qui va avoir droit à l'allaitement maternel va être mieux protégé contre les pathogènes. La grande période de diversification, c'est évidemment au sevrage, lors de la diversification alimentaire. Vous savez que la flore qu'on retrouve sur du poulet n'est pas la même que celle qu'on retrouve sur du bœuf, sur un légume X ou un fruit Y. Donc, au plus l'enfant va avoir une diversification alimentaire, au plus il va avoir un nombre important, plus grand de bactéries différentes. Donc, on voit que cette diversité, donc ce nombre de bactéries différentes, augmente petit à petit jusqu'à ce qu'on considère que l'enfant a atteint le microbiote de l'âge adulte. Alors, ce microbiote de l'âge adulte, il va parfois varier par influence de différents facteurs dont on va parler, mais ce qu'on voit, c'est que à partir d'un certain âge, il y a une diminution spontanée de cette diversité de la flore et en plus, il y a un switch dans les bactéries. Donc, il va y avoir une diminution des bonnes bactéries, diminution des bons métabolites et augmentation des bactéries plus associées à de l'inflammation. Donc, si je résume la diversité, on part avec pas grand-chose, on augmente tout doucement, on arrive à l'âge adulte où on arrive à un plateau avec quelques petites diminutions, par exemple, en cas de maladie ou d'antibiotiques. Et puis, à partir d'un certain âge, spontanément, cette diversité diminue. À tel point qu'on certains se demandent si finalement le microbiote, il serait pas un peu responsable du début de notre sénescence. Et donc, on se demande si le microbiote, c'était pas un secret de la longévité. En fait, il y a un article intéressant dans lequel ils ont pris le microbiote des individus qui présentent cette chute de la diversité, donc la majorité des gens, et puis ils ont pris des personnes âgées qui ont vraiment gardé une super forme au-delà de la moyenne. Ils ont pris aussi des centenaires et ils ont comparé ces deux flores. Et en fait, ils se sont rendus compte que les personnes qui sont vraiment en bonne santé, elles ont réussi quelque part à garder leur microbiote adulte. Elles ont évité cette diminution de la diversité et ce shift dans les types de bactéries. Donc, on se demande si finalement, en aidant un consultant, alors comme j'ai dit, comme vous dites, j'ai appris ça tout à l'heure, en aidant un consultant à garder le plus longtemps possible sa diversité, eh bien, on pourrait lui permettre de vivre plus longtemps dans de meilleures conditions.
Donc voilà pour l'évolution en cours de vie. Alors le microbiote, ben, il est influencé par toute une série de facteurs. On vient de voir l'âge, on voit juste ici la diminution des bifidobactéries. On peut parler de la génétique. On va juste parler d'un gène sans rentrer dans beaucoup de détails. Le gène FUT2. En fonction du fait qu'il y ait ou pas une mutation sur ce gène, la population va être divisée en deux parties, les sécréteurs, les non-sécréteurs. Alors, les sécréteurs, qu'est-ce qu'ils vont sécréter? C'est un fucose, qui est un sucre, un prébiotique, qui va aller s'attacher sur la muqueuse intestinale et qui va servir de point d'ancrage et de source de carbone à nos bonnes bactéries. Donc, grâce à ce fucus, nos bonnes bactéries vont adhérer et vont se multiplier, ce qui confère évidemment une protection contre les pathogènes. À l'encontre, en cas de mutation, chez les non-sécréteurs, il n'y a pas présence de ce fucus. Donc, les bonnes bactéries vont jamais réussir à s'implanter. Ça sert à rien de leur donner des probiotiques, ça va jamais s'implanter. Par contre, ça va donner une sensibilité plus importante à ces individus par rapport à la dysbiose intestinale. Évidemment, la maladie va avoir un effet. Vous prenez différentes maladies, vous regardez le microbiote de gens qui sont sains, d'autres atteints d'une maladie, on va voir des différences. On peut dire maintenant qu'il y a pour certains types de maladies ce qu'on appelle une signature microbiotique, mais ça c'est surtout avec les techniques de biologie moléculaire et pas trop avec le FLORIN-Scan dont on va parler aujourd'hui. La flore, elle va dépendre de la géographie. On n'a pas le même microbiote en France qu'au Japon ou aux États-Unis. Alors ici, c'est un papier qui date un peu, mais je trouve qu'il montre bien ce qu'on veut dire. C'est la comparaison entre la moyenne de la composition intestinale d'enfants nés et élevés au Burkina Faso par rapport à des enfants nés en Europe. Donc, alimentation proche de la nature, beaucoup de fibres. Vous voyez beaucoup de verre qui correspond à ce qu'on appelle le groupe des bactéroïdètes qui sont associés à de la minceur. Par contre, en Europe, avec notre alimentation Western Lac, peu de fibres, trop de graisse, vous voyez que nos enfants, ils ont clairement un microbiote différent, avec beaucoup de rouge. Et ça, ce sont les firmicutèses qui, eux, sont plus associés à du surpoids de l'obésité. Il existe un rapport que certains thérapeutes utilisent, c'est le rapport Firmicutes-Bacteroidetes qui s'utilise pour suivre un régime alimentaire comme indice d'obésité. Donc, le régime alimentaire, il a beaucoup d'influence, évidemment, et rapidement sur la flore intestinale. On a le sport, on a le stress et évidemment les médicaments. Donc, ici, j'ai un exemple concernant les antibiotiques. On a une comparaison de 3 antibiotiques pour une infection au Clostridium difficile. Alors ici au-dessus, on voit une représentation de cette fameuse diversité. Donc, on voit qu'au départ, il y a pas mal de bactéries différentes, une bonne diversité. Puis on voit l'infection à Clostridium difficile et on compare 3 antibiotiques. Alors on a envie de se dire, super, ils marchent tous les 3 très bien, ils fonctionnent tous les 3 très bien. Oui, c'est vrai qu'ils ont tous les 3 éliminé pas mal Clostridium difficile, mais si on regarde en haut, les 2 premiers, ils ont éliminé pas mal de flore aussi et ils ont probablement éliminé une bonne partie de notre bonne flore. Donc ici, le 3e est à privilégier et c'est intéressant de commencer à avoir ce genre de réflexion par rapport au microbiote. Alors, on a dit au départ qu'il y avait beaucoup de gènes bactériens, que certains vont s'exprimer pour assurer des fonctions importantes pour nous. Alors, quelles sont ces fonctions du microbiote? Là, je parle essentiellement du microbiote qu'on appelle eubiotique, donc le bon microbiote, ou probiotique si vous voulez. Premier rôle, évidemment, rôle dans le métabolisme, puisque ces bactéries vont favoriser la digestion, ils vont fermenter tout ce qui est aliments non digestibles. Ils vont synthétiser aussi toute une série de métabolites très importants pour notre métabolisme. Et on peut parler des vitamines, la K2, les vitamines du groupe B, et on peut parler, par exemple, des acides gras à courte chaîne. Ça, c'est acétate, butyrate, propionate. Et le butyrate, il est vraiment très, très important pour la santé du côlon. Pour 2 raisons. C'est la source principale d'énergie pour les colonocytes et il a une action anti-inflammatoire et anticarcinogène avérée. Donc, c'est vraiment important d'avoir une bonne quantité de butyrate. 2e rôle des micro-organismes, ils interviennent dans la protection de l'hôte.
Alors, si on pense protection barrière intestinale, c'est important de rappeler qu'il y a deux parties à cette barrière intestinale. Il y a une monocouche de cellules, les entérocytes. Vous voyez que les entérocytes, dans une bonne paroi intestinale, une bonne barrière intestinale, ils sont collés les uns aux autres. Ils sont collés grâce à un système de protéines qu'on appelle jonction serrée. Alors, sur la photo en dessous, vous voyez en bleu les entérocytes, en jaune vert la couche de mucus, et vous voyez ici l'intérieur du tube digestif avec une multitude de bactéries. Certaines sont bonnes, certaines peuvent être pathogènes en s'implantant. La plupart sont des bactéries de passage qui accompagnent le bol alimentaire. Mais il n'y a pas que les bactéries, il y a les levures, les moisissures, les parasites, les virus. Donc, en général, ce qui est important à retenir, c'est que quand on parle de la surface d'échange au niveau de l'ensemble du tube digestif, on compare ça à deux terrains de tennis. Donc, sur deux terrains de tennis, avec une seule couche de cellules, il faut qu'on arrive à tenir, à lutter contre tous ces micro-organismes qui pourraient être invasifs et stimuler notre système immunitaire. Donc, certaines de nos bonnes bactéries, elles vont nous aider. Elles vont réguler certaines la perméabilité intestinale en jouant sur ces jonctions serrées. D'autres bactéries vont synthétiser des antibiotiques naturels contre les pathogènes. Et d'autres bactéries vont avoir un rôle sur la quantité et la qualité du mucus, comme Akkermansia muciniphylla. Dernier rôle, non des moindres, et on en a déjà parlé, c'est l'immunité, avec un rôle dans la stimulation, alors continue pendant toute la vie, il y a stimulation du système immunitaire local avec les IgA sécrétoires et systémique. Alors on l'a vu, elles interviennent aussi dans la différenciation et la maturation du système immunitaire et dans l'installation de la tolérance immunitaire. Donc, si on reprend notre composition ici de matière fécale, par exemple, on voit qu'il y a des bonnes bactéries qui vont assurer toutes ces fonctions. On a des bactéries dites opportunistes, qui vont assurer des fonctions importantes, mais qui peuvent basculer et devenir pathogènes. Et alors, on a les pathobiontes qui n'assurent pas de bonnes fonctions et qui vaut mieux éviter. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que il faut maintenir un équilibre entre ces bonnes et ces mauvaises bactéries, car si on perd cet équilibre, on va rentrer dans un état qu'on appelle dysbiose intestinale, et on va voir qu'un état de dysbiose ou de déséquilibre peut entraîner toute une série de pathologies. Si vous regardez dans la littérature, vous allez voir des milliers d'articles qui mettent en relation le déséquilibre du microbiote et toute une série de pathologies. Alors là-dedans, il y a des pathologies de la sphère digestive, mais pas que. Vous voyez qu'on a de l'asthme, des maladies auto-immunes, diabète de type 1, de l'autisme, arthrite rhumatoïde. Et finalement, tout ça, c'est pas très nouveau, puisqu'Hippocrate disait déjà en son temps que toutes les maladies commençaient dans l'intestin. Donc, on peut se demander comment une dysbiose intestinale peut finalement avoir autant de répercussions dans l'organisme. Eh bien, on explique cela facilement, finalement. Quand il y a altération du microbiote, la première chose qu'on va voir, c'est une perte de cette fameuse diversité. Si on perd en diversité, on perd en contenu génique. Si on perd en contenu génique, on perd en fonction. Donc, il y a toute une série de fonctions dont on vient de parler qui vont être de moins en moins bien assurées. Et donc, au fil du temps, on peut avoir diminution de la qualité, la quantité de la muqueuse, on peut avoir ouverture de ces fameux entérocytes, des jonctions serrées. Et si le déséquilibre se maintient assez longtemps, on arrive dans ce qu'on appelle hyperperméabilité intestinale, c'est l'intestin poreux, ou leaky gut en anglais, où vous voyez, dans ce cas-là, vous voyez que les micro-organismes, mais pas que, les nutriments pas tout à fait digérés également, vont pouvoir passer entre les entérocytes et rentrer en contact avec la circulation sanguine et avec le système immunitaire. Du coup, cette hyperperméabilité intestinale, elle va provoquer une réponse immunitaire, muqueuse d'abord, puis systémique. Cette réponse immunitaire, elle peut être très importante. Il peut parfois y avoir des réactions croisées et provoquer des maladies auto-immunes. Il va y avoir une augmentation des allergies et des intolérances alimentaires.
Il va y avoir synthèse de cytokines pro-inflammatoires, donc on va avoir une inflammation qu'on dit de bas grade, puis elle sera systémique, et petit à petit, on va tomber dans ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Donc, on va avoir des perturbations dans la sensibilité à l'insuline, augmentation de la masse graisseuse, surpoids, diabète, stéose hépatique. Il n'est pas rare qu'un consultant arrive chez vous avec une dysbiose intestinale et des symptômes de la sphère plutôt neuro-endocrinienne. Il peut avoir des altérations d'humeur, modification de la satiété, de l'anxiété, de la dépression, des maladies neurodégénératives, comme Alzheimer, Parkinson, des modifications de la perception de la douleur et parfois des désordres psychotiques qui peuvent même être arrivés à des stades importants. Alors, on peut encore se demander comment le microbiote intestinal peut avoir autant d'effets jusque dans la sphère plutôt cérébrale. Eh bien, on en arrive à parler du fameux axe intestin-cerveau. En fait, cet axe est une autoroute et c'est une autoroute à 4 voies. Il y a la voie sanguine. Donc, certaines de vos bactéries, par exemple, vont synthétiser des neuromédiateurs qui vont rejoindre la circulation sanguine et interférer avec le cerveau. On a la voie immunitaire avec les cytokines, la voie endocrine avec les neuropeptides qui vont soit aller via la circulation sanguine, soit directement par le nerf vague, et on a directement la voie nerveuse qui fonctionne dans les deux sens. Donc, vous comprendrez bien que il y a clairement des répercussions entre la flore et ce genre de symptômes. Alors ceux qui sont un petit peu portés sur la dermato, on commence à parler d'axe intestin, peau, cerveau. Donc on voit ici il y a beaucoup de papiers, si vous voulez aller voir dans la littérature, j'en ai pris un ici, où on montre la relation entre les bactéries intestinales et la santé de la peau. Alors tout ce que je viens de vous dire, en fait, il faut retenir une chose, c'est ce qui est représenté ici. Quand vous avez un consultant, qui vient consulter pour une dysbiose, il peut venir évidemment avec des symptômes intestinaux. Il peut venir avec des symptômes plutôt de la sphère cérébrale et il peut également venir avec des symptômes cutanés puisqu'on a montré maintenant que l'acné, l'eczéma, le psoriasis et autres étaient corrélés également avec l'état d'équilibre de la flore. Donc, tout ça pour vous dire que si, en général, le thérapeute pense à analyser la flore intestinale en cas ou lors de maladies intestinales, bien c'est important d'y penser aussi lors de différents symptômes extra-intestinaux. Alors, nous travaillons avec pas mal de médecins. Dedans, on a des généralistes, on a des gastro-entérologues, mais on a aussi des médecins du sport, des rhumatologues et des psychiatres. Donc, vous voyez vraiment la sphère de l'utilisation, elle est vaste. On a vu quand utiliser ou vérifier la dysbiose intestinale. Maintenant, on va voir comment. Alors, il y a 2 types de tests. Il y a les méthodes directes où on va quantifier, détecter les micro-organismes et on a les méthodes indirectes où on va plutôt aller voir leurs métabolites. Dans les méthodes directes, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la culture et il y a la biologie moléculaire. Alors ici, c'est une petite partie de notre formulaire de commande. Vous allez voir 4 fluoroscans différents. Le dernier, c'est de la biologie moléculaire. Les 3 premiers sont basés sur la culture. En fait, la différence, et si vous les reprenez ici, il y a le fluoroscan normal, le fluoroscan plus dont on va parler aujourd'hui et l'extra. Ils ont tous une base commune. Donc, la microbiologie, elle est commune. Les marqueurs fécaux de base sont communs. La différence avec le fluoroscan normal pour le plus, c'est qu'on a rajouté des marqueurs pour aller voir l'immunité, l'inflammation et la perméabilité. Et alors, le fluoroscan extra, c'est le plus complet parce qu'on a rajouté l'histamine, la zonuline et les acides gras à courte chaîne. Mais aujourd'hui, on parle du fluoroscan plus. Si vous commandez un fluoroscan plus, vous allez d'abord avoir l'état de la flore. Alors ça, c'est un chiffre, c'est l'indice de dysbiose, c'est un chiffre entre 0 et parfois même 21 si la dysbiose est importante. Puis, vous allez avoir des résultats pour 2 axes. L'axe qui concerne la composition du microbiote et un autre qui va plus concerner la santé de l'intestin. Pour ces 2 axes, vous allez avoir une représentation schématique
qui va vous permettre de voir directement où sont les problèmes dans le contenu, la flore, et dans le contenant, l'intestin. Puis vous aurez évidemment tous les résultats des différents paramètres analysés au laboratoire. Donc, on va reprendre ces différents points. L'analyse de la composition du microbiote. Alors, dans ce qui est culture, le but de cette analyse, c'est de vérifier l'équilibre entre deux flores, les flores de fermentation et les flores de putréfaction. Je repousse une fois pour que ça ne reparte pas. Donc, si on prend l'exemple du côlon, dans le côlon ascendant, on a plutôt une flore de fermentation et dans le côlon descendant, plutôt une flore de putréfaction. Alors, la flore de fermentation, elle va dégrader les glucides. En dégradant les glucides, elle libère des métabolites acides. Ces métabolites acides, ils vont diminuer le pH. Et c'est la même chose qu'avec le nouveau-né tout à l'heure. Quand le pH diminue, ça confère une résistance à la colonisation. En libérant ces métabolites acides, ou parmi ces métabolites acides, il va y avoir libération des fameux acides gras à courte chaîne, acétate, propionate et surtout butyrate. Si vous regardez la composition de ces flores de fermentation, en aérobie, on a E. coli et entérocoque. En anaérobie, lactobacilles, bifidobactéries. Donc, vous voyez que ça correspond aux flores qu'on retrouve dans les probiotiques. Dans le côlon descendant, on a plus de putréfaction. Normalement, la dégradation des protéines, elle a lieu bien avant, puisque les acides aminés sont absorbés dans l'intestin grêle. Il y a toujours une putréfaction physiologique au niveau du côlon, due aux protéines exogènes, des cellules lysées, les enzymes digestifs, etc. Mais en cas de problème de malnutrition, de déséquilibre aussi, de déséquilibre nutritionnel avec trop de protéines, ou s'il y a des problèmes de maldigestion, on peut avoir une arrivée trop importante de protéines au niveau du côlon, et donc ces protéines vont être fermentées, et à ce moment-là, il va y avoir libération de métabolites, cette fois-ci basiques. Dans ces métabolites, donc il y a moins de protection, et dans ces métabolites basiques, on retrouve des amines biogènes toxiques, de l'indole, phénol, ammoniac, certains acides gras à courte chaîne aussi, mais différents. Ces métabolites, ils sont éliminés par le foie, et on les retrouve dans les urines, dans vos urines. Donc, le but de la composition, c'est vraiment de regarder l'équilibre entre ces deux flores. Et là, je vais juste faire une toute petite digression parce que c'est le bon moment de le faire sur les méthodes indirectes. La première méthode indirecte, donc sur les métabolites, se fait dans les matières fécales. C'est le même prélèvement que pour la composition, que pour le FloraScan. Donc là, on va doser des acides gras à courte chaîne, libérés lors de la fermentation des glucides et lors de la fermentation ou de la putréfaction. La deuxième chose qu'on peut tester, c'est les métabolites organiques urinaires, donc toutes ces métabolites basiques. Et vous verrez que vous avez moyen de demander un module bactérien, un module fongique, ou les deux, si vous voulez, tout est possible. Donc voilà, pour la petite digression. Donc, quand on arrive dans les résultats de la culture, la première chose à faire, c'est aller voir la flore acidifiante. Donc, en aérobiose, coli, entérocoque, en anaérobiose, bifidobactéries, lactobacilles, et d'aller voir comment elle équilibre avec la flore de putréfaction qui est représentée par les entérobactériacées et les Clostridium et Bacteroidales. Bon, je rappelle que de toute façon, vous avez le petit schéma du début qui ici vous montre qu'il y a un problème au niveau de la flore de fermentation anaérobie. On va regarder flore de fermentation anaérobie, bifido, lacto. Les bifis sont au bas, mais restent encore dans les normes, mais sont quand même limites. Par contre, les lactobacilles, ils sont vraiment effondrés. Il y a plus de lactobacilles. En tout cas, pas détectable. Et puis, je sais pas très bien, je vois vos photos, donc je sais pas très bien où est l'autre petit carré rouge, mais il vous dit qu'il y a un problème au niveau de la flore de putréfaction anaérobie. Et là, on va voir, effectivement, les clostridiums sont hauts. Donc, ça veut dire que
vu la chute des bifidés des lactos, il y a déjà moins de protection et que la flore protéolytique est déjà en train de prendre un peu le dessus. Donc, quand on a un consultant qui arrive avec ce genre de résultats, ben, ce qu'on a envie de faire, c'est de booster cette flore de fermentation, cette flore probiotique. Il y a deux moyens de le faire, c'est donner des compléments alimentaires ou évidemment par la nutrition. Alors, qu'est-ce qui est riche en bifi en lacto? Tout ce qui est lacto-fermenté. Yaourt, kombucha, kéfir, choucroute. Et c'est là que certains médecins ou naturopathes aiment bien avoir les résultats d'histamine, parce que si on a un patient comme ceci, qui a déjà des problèmes d'histamine, pas encore une intolérance, mais un début d'intolérance, ben, en boostant les bifis par l'alimentation, il faut se dire que dans tout ce qui est lacto-fermenté, il y a beaucoup d'histamine. Et donc, vous allez vouloir aider votre patient, mais finalement, vous allez plutôt embêter votre patient parce il va peut-être basculer dans l'intolérance à l'histamine avec tous les symptômes qui viennent avec. Il va se gratter, il va avoir de la congestion, etc., etc. Donc voilà pour la composition du microbiote. La deuxième phase ou le deuxième axe, c'est l'analyse. Comment se comporte le microbiote intestinal quand il y a une dysbiose, un déséquilibre? Alors là, on va vous donner différents résultats, des paramètres généraux comme le pH, consistance, couleur, hémoglobine fécale. Le pH, il va évidemment refléter cet équilibre entre les deux flores dont on vient de parler, mais il n'est pas rare, je préfère le dire parce qu'on se pose souvent la question, de voir trop de putréfaction et de voir un pH qui reste encore bien acide. N'oubliez pas que si le pH dépend des flores, il dépend aussi de l'alimentation, de la vitesse de certains médicaments. Donc voilà, c'est possible qu'il y ait une divergence entre les valeurs. Bon, couleur, consistance, on va pas rester trop longtemps dessus. Hémoglobine fécale, ben, c'est un test de dépistage colorectal. Si le test revient positif, et c'est vraiment très rare, on conseille de le refaire 2 ou 3 semaines après. Il y a d'autres explications. On peut avoir des hémorroïdes, une grosse entérite, donc qui cause aussi la présence d'hémoglobine. Donc, si le test revient 2 fois positif, là, on conseille de renvoyer vers un gastro-entérologue. On a toute une série de marqueurs qui concernent la digestion. Alors, ceux-ci, ils sont encore compris dans le pack de base du FlorinScan. Là-dedans, on va vérifier s'il y a des résidus alimentaires dans les matières fécales pour l'amidon, les graisses, les muscles. Et alors ça va nous permettre de voir s'il y a maldigestion ou malabsorption de ces différents nutriments. Et puis, on va vous donner le résultat de l'élastase pancréatique. Alors, l'élastase pancréatique, ben, elle est spécifique, elle est spécifique du pancréas exocrine. Et voilà, ici, vous avez un petit schéma qui représente les normes. Au-dessus de 200 microgrammes par gramme, tout va bien. En dessous de 15, ben, on peut dire qu'on est en insuffisance pancréatique exocrine majeure. Et dans ce cas-là, on a souvent en présence de résidus graisseux ici aussi. Donc voilà pour le pack de base. Maintenant, dans le FlorinScan Plus, on a rajouté des marqueurs de l'inflammation. Il y a 2 marqueurs de l'inflammation, la calprotectine et l'histamine. L'histamine, je n'en parlerai pas puisqu'elle ne fait pas partie du FlorinScan Plus. La calprotectine, c'est quoi? Ben, c'est une protéine qui est présente en grande quantité dans le cytosol des neutrophiles, monocytes, macrophages. Normalement, il n'y a pas de calprotectine dans les matières fécales. Mais quand il y a un phénomène d'inflammation au niveau de la muqueuse, il va y avoir ici migration de tous ces neutrophiles à l'endroit de l'inflammation. Et donc, à un moment donné, il va y avoir lyse de ces neutrophiles et libération de calprotectine dans les matières fécales. Au plus il y en a, au plus ça veut dire qu'il y a de l'inflammation. Alors, il y a 2 moyens d'utiliser la calprotectine fécale. À gauche, on l'utilise pour faire un diagnostic différentiel entre les troubles fonctionnels en vert et les troubles organiques inflammatoires, l'hémicie, Crohn, colite ulcéreuse. Si vous avez un consultant qui vient avec des troubles digestifs,
mais que la calpro est dans le vert, eh bien, probablement, il faut se tourner vers les troubles fonctionnels. Par contre, au-delà de 120, il vaut mieux référer à un gastro-entérologue. Et entre les deux, ça veut dire qu'il y a une petite inflammation. Il n'y a pas que les mystiques qui peuvent conférer des inflammations. On peut avoir aussi de nouveau une entérite, une diverticulite ou autre. Donc, la première chose à faire, c'est d'essayer d'éliminer toutes ces causes d'inflammation et éventuellement de refaire juste la calprotectine fécale quelques semaines après. Si on est toujours dans le rouge, quelle que soit l'importance du rouge, on conseille de conférer à un gastro-entérologue. Donc, première façon d'utiliser la calprotectine fécale, diagnostic différentiel. Deuxième façon, là, on reste dans les patients qui sont atteints de MIS-C et ça va nous permettre de suivre les patients. Vous savez que dans ces pathologies, on a des phases de la maladie qui sont dormantes et puis tout d'un coup, on va avoir un pic, la maladie va se réveiller. Eh bien, la calprotectine, comme on voit sur le graphe, elle augmente directement en fonction des différents stades et du réveil de la maladie. On a même montré, et ici on ne voit pas, mais c'est juste pour vous dire qu'on a montré qu'il y avait une très bonne corrélation entre les taux de calprotectine et l'image que l'on obtient en colonoscopie. Donc, l'utilisation de cette calpro, elle vous aide à faire le diagnostic différentiel, à vérifier si votre patient il est toujours en rémanence ou s'il est en train de s'activer. Donc, ça permet de prédire les chutes, ça permet d'optimiser le traitement et surtout, ça évite des colonoscopies à répétition. On a un marqueur sur la fonction immune. Là, on va doser les IgA sécrétoires. Si on a beaucoup d'IgA sécrétoires, ça va plutôt montrer qu'il y a un phénomène immunitaire plutôt aigu. Par contre, si on a trop peu d'IgA sécrétoires, ça peut démontrer une immunosuppression suite à une chimio ou une radiothérapie. Alors, il y a des déficits héréditaires, mais on vaut mieux pas en parler, c'est excessivement rare. En général, quand on voit des taux comme ça, c'est plutôt un appauvrissement en IgA sécrétoire dû à une inflammation ou à un phénomène qui est plutôt chronique, une intolérance alimentaire. Et donc, on a vraiment appauvri la population d'IgA sécrétoire. Et puis, dernier groupe de marqueurs, c'est pour aller vérifier la perméabilité intestinale. Là, il y a 2 marqueurs. De nouveau, dans le Fluorescan Plus, on n'a que l'alpha-antitrypsine. On va voir, c'est un marqueur direct de la perméabilité. Et alors, la zonuline dans l'extra, qui lui est un marqueur indirect pour l'alpha-antitrypsine et la zonuline, c'est un marqueur direct. Donc là, vraiment, il y a une correspondance. Quand la zonuline augmente, il y a une ouverture des jonctions serrées et donc augmentation de la perméabilité. Dans le Fluorescan Plus, il y a que l'alpha-antitrypsine. C'est une protéine plasmatique inflammatoire qui est synthétisée essentiellement dans le foie. Alors, comme la calpro, normalement, il n'y en a pas dans les matières fécales. Quand on en voit, ça veut dire qu'il y a une fuite protéique générale au niveau de la paroi, et donc ça veut dire qu'il y a des problèmes de perméabilité. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un marqueur indirect. Alors, juste une dernière dia pour vous rappeler quand même d'essayer d'éviter de faire ce genre d'analyse directement après un traitement, antibiotique, cortico ou autre. Si par contre vous avez fait un Fluorescan, que vous avez modifié l'alimentation ou donné des compléments, on conseille 3 mois avant le 2e Fluorescan pour voir l'efficacité, le temps que la flore se réinstalle. Au niveau de la façon dont on procède, en fait, c'est au thérapeute à aller sur notre site internet charger la feuille de commande. Vous allez cocher les analyses, par exemple le Fluorescan Plus, vous donnez au patient et c'est le patient qui nous contacte via cette adresse mail. Et à ce moment-là, on prend le patient sous notre aile, on lui envoie un kit de prélèvement, on lui explique toute la procédure pour le prélèvement et pour le renvoi du kit dans nos laboratoires. Donc, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je vous remercie pour votre attention.
Ben, merci surtout à vous pour votre intervention qui a expliqué plein de choses et je pense orienter vraiment nos adhérents et participants sur comment procéder et pouvoir d'autant mieux déterminer des problèmes au niveau intestinal. Du coup, vous parliez justement juste à la fin sur comment procéder, c'est-à-dire que pour qu'on puisse conseiller aux consultants de se tourner vers vous, de vous contacter pour un test, ils doivent cocher sur une case ou nous, on peut le marquer aussi dans le programme d'hygiène de vie où on le fait simplement à travers ce lien. Nous, on fonctionne avec nos formulaires de commande. Je ne sais pas ce que c'est le formulaire hygiène de vie. Euh, Ça peut être, D'accord. ça peut Donc, être par un mail, hein, du moment que le patient vient, enfin, le consultant, pardon, vient avec vos demandes à vous, hein, de thérapeute, on lui envoie le prix de l'analyse et si, s'il est d'accord, on lui envoie tout ce qu'il faut. Mais super. je sais pas Mais si du coup, si, vous êtes très, très clair. Vous inquiétez pas, ça répond parfaitement à la question. Et au niveau de la démarche, est-ce que les professionnels de la naturopathie ont besoin de vous contacter avant ou de s'enregistrer chez vous pour justement avoir vos bons de commande ou ils peuvent non, non. directement donner ce lien-là à leurs consultants? Vous pouvez donner le lien, vous pouvez charger sur le site internet le document, vous pouvez leur donner le lien. Il n'y a pas lieu de s'enregistrer. Maintenant, nous avons un système de MedLogin, donc qui vous permet d'aller directement via notre site internet prendre les résultats. Si vous voulez faire partie de ce système-là pour avoir les résultats plus rapidement, à ce moment-là, il faut en faire la demande. D'accord. Donc, à la demande du consultant, le consultant peut recevoir ses résultats et le professionnel peut les recevoir également, du coup, Oui, si je ben ça, comprends. je pense que vous cochez. Si vous préférez qu'il n'y ait que le thérapeute qui reçoive ou les deux, je pense qu'il y a moyen de cocher sur le formulaire. Mais de toute Super, façon, vous le recevez aussi, bien sûr. super. Merci beaucoup. Du coup, on avait aussi une autre question de Suzy tout à l'heure qui revenait sur l'expression génique pour les éléments sécréteurs, les personnes sécréteurs ou non sécréteurs. Elle se demandait comment elle pouvait savoir justement si le consultant était sécréteur ou non sécréteur de, j'ai perdu le nom, quand Du on parlait du FUT2. gène FUT2. Oui. Ben là, Absolument. oui, pardon, c'est une analyse génétique. Donc là, il faut faire une prise de sang. Par contre, de la loi luxembourgeoise, et je sais pas ce qu'il y en est en France, mais pour tout ce qui est génétique, il faut une prescription médicale. Alors chez nous, en fait, les naturopathes travaillent pour ça. Ceux qui veulent employer les prescriptions génétiques travaillent en général avec un généraliste. On peut pas faire autrement. Pour ce qui est génétique, il faut des demandes de Tout à médecins. fait. En France, on a exactement la même législation, c'est-à-dire que tout ce qui est test génétique ne peut être effectué que par le médecin Voilà. uniquement, et c'est lui seul qui reçoit normalement les résultats, même Ah souvent le oui. consultant, donc le patient pour le médecin ne les reçoit pas, puisque l'annonce se fait souvent par le médecin. OK. Et donc, d'où l'intérêt, voilà, de toujours travailler en collaboration de toute façon avec le médecin, qui est aussi un travail d'équipe pour permettre de prendre en charge de manière d'autant plus holistique vraiment les consultants. Oui. Donc ça, tout ce qui est analyse génétique en France, c'est vraiment réservé au corps médical. Voilà. Mais donc, il faudra s'associer alors. Du coup, autre question aussi, est-ce que cette analyse permet de diagnostiquer une candidose ou une maladie de Lyme? Maladie de Lyme, non. La candidose, il y a dans les résultats laboratoires, il y a une petite partie mycologie où on cherche le candidat albicans, les autres candidats qui sont regroupés, géotrichum et les autres levures et moisissures. Donc, oui. Ok. Maintenant, c'est par culture, c'est moins sensible. Donc, on nous dit parfois que si on a une candidose avérée, il y a quand même beaucoup de thérapeutes qui se tournent vers les MOUP, donc les métabolites organiques urinaires, qui sont quand même plus parlants. On peut avoir des résultats positifs dans les MOUP et encore négatifs en culture. Mais ça donne un premier aperçu si vous voulez avoir la globalité des micro-organismes. Ouais, ben ça permet justement de pouvoir orienter de mettre des pistes de côté ou de continuer à avancer, sachant que de toute façon, on a toujours, pour tout ce qui est candidose ou ce genre de choses, on est quand même sur des pathologies qui doivent être diagnostiquées aussi par le médecin. Voilà. Si vous avez une candidose avérée, le test le verra, mais en cas de début, là, c'est pas sûr que la culture réagisse
de façon très sensible, je veux dire, par rapport aux organites urinaires. Voilà. Bien. De toute façon, chez les laboratoires réunis, vous proposez, là, on a particulièrement axé sur ce test-là, mais je sais que vous proposez nombre de tests pour pouvoir effectuer des dosages aussi divers et variés que les besoins des consultants, en fait. Oui, 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 ben ça, vous pouvez aller voir sur le site, hein. Il y a toutes les analyses qu'on propose. Ça va des analyses de routine à tout ce qui est médecine préventive, en fait. C'est un peu ça notre cheval de bataille, c'est la médecine préventive au niveau génétique et enfin, autre. Il y a toute tout un panel de tests pour la médecine préventive. Super. Et il y a Corinne qui demandait aussi si on pouvait avoir une idée du coût de ce genre de test. Alors, ça, c'est non remboursé et le Florin Scan Plus, c'est 181 €. Voilà. Merci. Et comme vous nous disiez, voilà, donc c'est non remboursé. Donc là, on est bien sur des tests qui rentrent pas dans la nomenclature. Donc, il y aura pas de prise en charge au niveau de la sécurité sociale. Et à partir du moment où c'est le consultant qui fait la demande lui-même, nous, au niveau légal en France, ça ne pose pas de souci outre mesure puisque chacun est libre de faire aussi des demandes d'analyse, sachant que cette fois-ci, par contre, voilà, tous les coûts et tous les frais seront pris en charge par le consultant. Oui, voilà. C'est pour ça qu'on leur donne le prix. Comme ça, ils acceptent d'abord le devis. On est sûr que, voilà, qu'il n'y ait pas de malentendu. Et alors, s'ils acceptent, ben, on démarre dans la procédure d'envoi du kit et d'aide pour tout le reste. Merci. Petite info pratique aussi pour nos adhérents outre-mer non métropole, enfin qui ne sont pas en métropole, hein, comme nous avons beaucoup de monde en dehors de la métropole. Est-ce que, par exemple, en Guadeloupe, il y a un laboratoire référent ou est-ce qu'il y a moyen de pouvoir accéder à vos analyses? Alors, pour ce qui est des Florins Scan en culture, il faut que les selles arrivent dans les 24 heures. Donc, il faut elles soient traitées par le laboratoire dans les 48 heures. Donc, ça restreint bah, beaucoup au niveau international. Et c'est pour ça aussi qu'on développe les méthodes génétiques. Parce que si vous demandez une méthode génétique, donc on a pour le moment les QPCR et on va sortir, j'espère, après le Covid, la métagénomique. Là, on vous envoie un petit tube où vous allez mettre les matières fécales, mais il y aura un stabilisant. Donc, ça va stabiliser l'ADN des flores et là, on peut faire des analyses. C'est stable pour plusieurs semaines dans le transport, même s'il y a des problèmes de température. Mais par contre, avec la flore fraîche, là, on est un peu restreint. Là, il faut dans les C'est 24 plus heures. compliqué. Ouais. Super. Et question un petit peu plus technique. Donc, je ne sais pas si là, vous pourrez y répondre ou à ce moment-là, si il faudra que chaque professionnel de la naturo travaille aussi un petit peu à ce niveau-là. Lorsqu'un consultant a une constipation chronique, malgré une bonne alimentation avec des fibres, pardon, est-ce que une bonne hydratation peut donner du FUT2? Le FU2, ça n'a rien à voir, hein. Euh, Ça n'a rien à voir avec l'hydratation. Je veux dire, c'est juste, ça va Vraiment, juste intervenir dans le déséquilibre. L'effet du FUT2, c'est que les bonnes bactéries vont pas s'implanter. Ils n'ont pas de site d'accroche. Donc, est-ce que ça a un effet sur la constipation? Maintenant, moi, je ne vais pas faire, je suis pas médecin, en fait. ça va Donc, être, ça ça va va être, être un peu plus compliqué. oui, c'est Absolument. ça. Parce que là, c'est vraiment la manière dont c'est un peu comme de s'ancrer, hein. C'est simplement que en fonction de si le gène FUT2 s'exprime ou non. Quand le gène FUT2 s'exprime, il permet aux bactéries de s'accrocher, un peu comme un bateau va s'ancrer dans un Voilà. port. Si on est sur des personnes non sécréteurs, forcément, il y aura pas d'encre. C'est un bateau comme qui a pas d'encre et Voilà. donc qui suit le cours de l'eau et qui pourra pas se fixer à la paroi intestinale. Et donc, Voilà. tout simplement. Et donc, porte Euh, ouverte pour la dysbiose et les pathogènes, quoi, voilà. Plus facilement, en tout cas. exactement. Tout à fait. Ça facilite la dysbiose. Ça, Voilà. c'est sûr. Ça, c'est sûr. Une autre question aussi, quand le professionnel reçoit aussi les résultats d'analyse, est-ce qu'il y a un commentaire du laboratoire ou pas du tout? Ben, dans nos rapports, ils sont assez bien achalandés au niveau explicatif. Donc, pour tout ce qui est résultats positifs, donc qui sortent des normes, vous allez avoir un petit paragraphe explicatif
plus dans le FlorianScan Extra que dans le FlorianScan Plus, mais vous avez quand même de l'explication pour tout ce qui sort des normes. Vous allez avoir un petit texte explicatif. Faire un petit résultat Voilà. qui nous permet de nous orienter. Oui, on vous aide un peu là. Super. Autre question aussi, vous avez parlé d'envoi réfrigéré. Vous entendez quoi par là? C'est Sandrine qui pose la question. En été, c'est sûr que si vous nous envoyez des matières, en général, on renvoie le patient avec DHL ou on est peut-être en train de changer, mais eux savent, ils prennent ça température de frigo, pas congélation. Mais si vous prenez une matière fécale et que vous l'envoyez, je veux dire, par la poste, ben, c'est sûr que la flore qui va être analysée, elle va plutôt correspondre à ce qui était 24 heures avant. Donc, voilà, c'est le transporteur qui met ça dans des caisses réfrigérées pour que ça arrive dans les meilleures conditions chez nous le jour même. Super. Ben, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je ne sais pas s'il y en a des nouvelles qui arrivent. En tous les cas, c'était vraiment très intéressant et je pense que ça peut aider nombre d'entre nous à pouvoir optimiser leur prise en charge au niveau intestinal et d'autant mieux orienter leurs conseils et d'aller encore plus loin. Donc, comme on disait aussi, là, on a travaillé beaucoup sur le côté intestinal. Au niveau des laboratoires réunis, ils proposent plein d'autres tests pour vraiment pouvoir vous aider, nous aider à d'autant mieux cibler les déficits ou les carences sur tout ce qui intervient dans le maintien d'une vitalité optimale. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vais vous remettre le lien aussi sur le chat. Et Ouais, voilà. si vous avez des questions vraiment spécifiques, vous pouvez prendre karine.nezer@labo.lu et vous arrivez directement chez moi. Je crois que mon nom doit être référencé quelque part, je sais pas où. Mais vous pouvez, voilà, je veux bien répondre aux questions si c'est des questions spécifiques sur le FlorianScan, par exemple. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est renoter. Vous m'avez dit votre… Avec Karine, Carine, Oui. .nezer, N-E-Z-E-R, @labo.lu. Là, j'essaierai de répondre au plus vite. Pour tout ce qui est sur la partie technique. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci Je vérifie vous. s'il y a eu des nouvelles questions. Je pense que c'est bon. C'est vrai que vous nous avez apporté une grande solution. Souvent, nous, en tant que professionnels de la naturopathie, donc professionnels non soignants, on est souvent un petit peu bloqués ou limités. Donc, vous nous apportez vraiment une grande réponse et un nouvel outil pour optimiser notre approche. Donc, merci beaucoup. Ben, une prochaine fois peut-être. Ça va? Ben, bien Merci volontiers. pour C'est votre avec plaisir accueil. que nous vous retrouverons volontiers parmi nous. Monsieur le Président, Monsieur Cosimo, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou pas. Un grand merci, c'était super intéressant et très utile pour nous tous. Encore une double merci à Karine pour son exposé qui était très clair. Non, super outil. Avec plaisir. Merci beaucoup.